Dr Yamtimba, peut-être ajouter quelque chose, mais aussi comprendre hein, cette petite interrogation lorsqu'on comprend exactement le rôle de ce programme, si je peux l'appeler ainsi, de cette institution qu'est l'USAID, et on voit la décision du président américain Donald Trump qui pour le moment a suspendu cette institution. Qu'est-ce que cela signifie? Que M. Trump ne veut plus avoir la main mise sur dans les États du monde. M. Trump n'est pas d'accord avec cette politique américaine, ou alors il s'agit tout simplement de changer de stratégie? Alors, ne soyons pas naïfs. Donald Trump et ses équipes n'ont aucune envie de lâcher leur place dans le monde. Mais ils estiment que certains outils ne sont pas organisés de la manière dont ils aimeraient les voir organisés. Mais surtout, ils veulent mettre à mal, ils ont deux objectifs de politique interne. Okay. Mettre durablement à mal les démocrates en démontrant que ces gens gaspillent l'argent public et que ces gens-là, ce sont eux qui créent tous les malheurs du monde. Et deux, sérieusement s'assurer qu'il y a un peu plus d'efficacité dans la gestion des fonds publics. Parce que les Américains constatent que sur 6 000 milliards de trésorerie annuelle du gouvernement américain, oui. Près du tiers est détourné. On parle de 1 700 milliards de dollars sur 6 000. Même nos pays africains font quand même moins que ça. Même nos pays africains font moins que ça. Alors, il y a une petite difficulté que soulève effectivement cette situation en Afrique, oui. Mais qui est une difficulté, enfin, ce n'est pas une petite difficulté, c'est une difficulté de taille. La grande majorité ça me permettra d'apporter davantage d'éléments dans la réponse à votre question. La très grande majorité des pays africains ont un service de la dette qui tourne entre généralement 10 et 30% de leur budget. Ok. Je crois que dans le cas du Cameroun, on est autour de 25% à peu près. 25% qui va dans... Parce que sur 7 300 milliards, il y en a 1 700 qui vont dans la dette. Donc on est pratiquement autour de 25%. Et il faut savoir que c'est une moyenne africaine. Donc... nous sommes confrontés à un problème extrêmement grave parce qu'effectivement, il faut remplir les espaces vides que l'USAID va laisser. Nous n'en avons pas les moyens. La plupart de nos budgets sont des budgets de façade. Tous les pays qui vous annoncent, nous avons 15 000 milliards de francs CFA de budget. Quand vous grattez sérieusement là-dedans, vous trouverez entre 3 000 et parfois peut-être jusqu'à 7 000 milliards de services de la dette, dont ils n'ont pas grand-chose. Ceux qui vous disent on a 7 300, vous trouvez que l'œuvre est budget autour de 5 500. Bon, donc il y a en fait, nous n'en avons pas les moyens. Et une grande partie de la dette que les pays africains veulent rembourser, ils vont encore aller s'endetter sur les marchés internationaux pour rembourser d'abord des dettes. Donc, c'est une situation de risque systémique que nous vivons en Afrique et particulièrement dans la zone du franc CFA, il faut vraiment que les populations fassent attention. L'effondrement systémique n'est plus loin. L'effondrement systémique est de plus en plus proche et manifestement les dirigeants ne savent pas quoi faire. C'est une chance que l'AES se soit détaché de cette bouillabaisse. Hein. C'est-à-dire que là-bas, on voit que le fait de s'être détaché a ouvert d'autres horizons, permis d'explorer d'autres perspectives et on a des solutions claires, précises qui se présentent. Mais dans les pays traditionnels et qui sont restés dans le giron français ou les pays qui sont toujours dans les autres pays africains, on a beaucoup de problèmes. Regardez même un pays comme l'Afrique du Sud, avec toute sa puissance industrielle, avec toute sa richesse minière, avec toute la qualité de ses hommes, a du mal à se dépêtrer du problème d'électricité. C'est quelque chose d'incroyable. Mais comment vous pouvez expliquer ça sur le continent africain, où vous avez du gaz partout, vous avez du pétrole partout, où les gens exportent du gaz et du pétrole tout le temps? L'Afrique du Sud peut construire des centrales à gaz, des centrales électriques à gaz à cycle combiné tous les 18-24 mois. Comment vous expliquez que l'Afrique du Sud n'y arrive pas? Comment est-ce possible?
Vous avez un complot international. Vous avez entendu tout à l'heure dans votre élément les gens dire enfin le complot se révèle. Vous avez un complot international contre l'Afrique. Quand Nicolas Gbowé écrit le franc CFA et l'euro, le complot contre l'Afrique, c'est extrêmement important. Ça va au-delà. Il y a un complot qui vise à dire nous ne laisserons pas l'Afrique se développer. Edmund Kohl l'avait dit dans les années 80. Et donc un pays comme l'Afrique du Sud va être sevré à la fois de crédits internationaux, mais également d'accès aux technologies pour pouvoir régler un problème aussi banal que la construction de centrales électriques à gaz. Depuis que ça fait quoi, quelque chose comme 10 ans aujourd'hui que l'Afrique du Sud est empêtrée là-dedans. Ils ont énormément de charbon et ils n'ont pas de pétrole. Mais ils ne parviennent pas à régler le problème. Ouais. Ils ont démantelé leur industrie, on leur a fait démanteler leur industrie nucléaire et pourtant ils auraient pu justement régler ce genre de problème avec du nucléaire, avec du gaz et avec d'autres choses. Et l'Afrique a un tel niveau d'endettement qui est à la fois ridicule, parce que quand vous rapportez ça en réalité à la population, par exemple aux exportations des matières premières dont on nous vole l'essentiel des revenus potentiels, quand vous rapportez ça même au PIB nominal de l'Afrique tel qu'il est calculé, eh bien, vous commencez à vous poser beaucoup de questions. Et là, ça me permet de faire un autre bémol qui est relatif, par exemple, aux agences comme l'USAID, mais vous en avez d'autres, qui sont les agences de notation, etc., oui, qui vont vous raconter que oui, en Afrique, là-bas, ils ont un PIB de 6 000 milliards de dollars. Ils sont allés au marché Mbopi. Ils connaissent le marché Mbopi. Ils connaissent le marché Sandaga. Quand ils calculaient leurs affaires, là. Ils sont allés au marché du Fundi. En réalité, vous avez une couche de l'économie africaine qui échappe totalement aux statistiques internationales. Et ce qui est intéressant pour ces gens-là, c'est que ça permet de maintenir l'image de l'Afrique comme un continent particulièrement pauvre, ce qui justifie la décision non écrite, l'accord non écrit, selon lequel il faut sevrer l'Afrique de certains financements et de certaines technologies. Oui. Ils l'ont fait avec le Zimbabwe en coupant le Zimbabwe de tous les circuits d'approvisionnement en moissonneuse-batteuse. Pendant très longtemps, je ne sais même pas si c'est encore levé. Donc, le Zimbabwe n'arrivait pas à récolter, alors que c'était le grenier de l'Afrique australe. Voilà comment on a essayé de tuer ce pays-là. Donc, vous allez voir que beaucoup de pays africains, du fait de la dette, un certain nombre vont vraiment souffrir du départ de l'USAID. Hein. Oui. Curieusement, oui, beaucoup vont en souffrir. Beaucoup, c'est vrai. Vous avez un pays comme le Cameroun, dont le programme... Alors, regardez l'architecture. Vous avez le programme qui permet de gérer, de venir en aide à ce qu'on appelle les victimes du sida. Il faudrait encore qu'on nous explique c'est quoi le sida. Maintenant que l'USAID ne finance plus ce programme, enfin que l'USAID est suspendu, vous voyez des communiqués officiels qui sortent. Et c'est là où ils révèlent à tout le monde que ce n'a jamais été le ministère de la Santé qui gère directement ce programme, que ce serait une ONG qui gère ça et qui est présente dans nos hôpitaux. Je ne sais pas si vous voyez l'opportunité de renseignement. C'est-à-dire que si quelqu'un est dans votre hôpital, parmi vos hôpitaux les plus importants, oui, donc ils ont accès aux données médicales de votre population. Tout à fait. Ils ont accès aux données sur vos capacités médicales. Ils ont accès à vos capacités techniques, donc le plateau technique. Bon, apparemment, le ministre dit que c'est la même chose que dans le monde. Donc, ces gens-là doivent savoir aussi que c'est la même chose dans le monde. Donc, ne souffrons pas du fait qu'ils disent que eux, comme nous sommes au même niveau qu'eux, qu'ils disent qu'ils ne nous aident plus à gérer le programme du sida. Donc, on ne devrait pas se plaindre. Ils ont des informations sur vos ressources humaines. Voilà pourquoi, à un moment donné, les Américains peuvent lancer un programme de recrutement d'infirmières chez vous. Pourquoi ils lancent un programme de... Vous vous souvenez de ce programme, non? Où il y avait plein d'infirmières au Cameroun et partout dans les pays africains qui partaient aux États-Unis. Bon, je ne sais pas dans quels hôpitaux ils travaillent là-bas, mais toujours est-il que beaucoup sont partis. Ils ont des informations sur les financements de vos hôpitaux. Et ils ont particulièrement, et ça c'est le plus grave, ils ont accès aux informations sur ce pourquoi les gens viennent consulter dans vos hôpitaux. Ça,
On ne voit pas, mais c'est l'élément, le cœur du problème. Ce pourquoi les gens viennent consulter leur dit l'état de santé de votre population et quels sont les problèmes de santé de votre population. Ils sont là. Tout le monde fait les rapports. Les médecins, les infirmiers, les administratifs, tout le monde leur fait des rapports. Et ils ont le tableau clinique de tous vos patients, en tout cas ceux qui sont suivis par le programme, ce qui leur permet de connaître, et ça c'est encore important, personne ne le voit, les effets de l'alimentation sur la santé de ces gens-là. L'espérance de vie. L'espérance de vie. Et ça leur permet de savoir non seulement l'espérance de vie, mais la différenciation entre les hommes et les femmes. Et ça leur permet de savoir quelles sont les couches de la population qui sont les plus vulnérables à telle ou telle chose. Regardez le type d'information que vous permettez aux gens d'avoir sur vous. Je n'ose pas ajouter qu'après, ils ont d'autres centrales qui leur permettront de savoir, d'avoir votre carte nationale d'identité et vos passeports. Donc, ils savent des choses sur vous que vous-même, vous ne connaissez pas. Et donc, le moment est venu pour l'Afrique de se lever, enfin. Et je dis encore à tous, nous avons un programme 10 000 élus, 10 000 dirigeants panafricanistes. Voilà le moment. Venez diriger l'Afrique, chers Africains. Et quand vous avez des pays comme dans nos pays, quand vous êtes dans nos pays africains où nous avons des budgets avec beaucoup de vapeur d'eau, là, où les gens racontent des histoires parce qu'ils veulent paraître diriger les pays alors que les pays ne sont pas vraiment dirigés. Parce que l'autre chose qu'on apprend avec ce scandale de l'USAID là, c'est quoi? C'est qu'exactement on se rend compte que la plupart des dirigeants en Afrique ne surveillent rien, contrôlent rien. Bien sûr. Contrôlent pas la santé, contrôle pas l'éducation, contrôle vraiment pas les mouvements politiques, ils contrôlent rien du tout. Et quand on y ajoute, par exemple pour l'éducation, que l'UNESCO dit ce qu'elle veut, c'est elle qui impose ce qu'elle veut, sur la santé, que c'est l'OMS qui impose ce qu'elle veut, vous voyez qu'en fait, au fond, nos pays sont en mode pilotage automatique. Puisque les décisions viennent d'ailleurs. Et quand vous payez le secteur financier, pour ceux qui sont dans le franc CFA là, alors c'est la mort, parce que même le secteur financier est sous pilotage automatique. Donc globalement, ce que Trump veut, et compte tenu de ces éléments que nous sommes allés chercher en Afrique, ce n'est pas qu'il aime qui que ce soit. En fait, il rationalise. Il veut moderniser la place des États-Unis. Pourquoi? Parce qu'il est en guerre contre la Chine. Et il se rend compte que cette guerre contre la Chine est en même temps la guerre indirectement contre la Russie. Et que la Russie est très présente dans la plupart, très présente ou très sollicitée dans la plupart des champs que nous avons vus sur le planisphère tout à l'heure. L'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, l'Afrique et l'Asie centrale. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va moderniser tous les outils que nous avons. S'adapter au contexte actuel pour espérer battre la Chine et la Russie. En fait, c'est ça le fond du problème. L'Afrique maintenant fait quoi? Est-ce que nous l'avons compris? Si nous l'avons compris, nous devons prendre la bonne décision et aller dans ce sens. Mais je n'ai pas le sentiment que ceux qui nous dirigent aujourd'hui pourraient faire ce travail, d'où les 10 000 dirigeants panafricanistes.